Celui qui est devant écrit Allah Akbar. Il arrose ma première fois, il est couché là-bas, son cadavre est couché là-bas. Là, quand ils ont tiré là, moi, il a récupéré une fille qu'ils ont tiré 6 les seins. Actuellement, c'est moi qui envoyé à l'hôpital. Il y a envoyé 3 personnes à l'hôpital. Nous-mêmes, c'est pas un coup de chance qu'on s'est échappé parce qu'il tirait même dans l'eau. Même dans l'eau. Nous sommes le 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire à Grand-Bassam. Et il y a un attentat terroriste sur le sol ivoirien. Tous les Ivoiriens sont apeurés. Tous les Ivoiriens sont surpris. Du moins, la majorité, car certains savaient que cela allait arriver. Alors, la Côte d'Ivoire connaît son premier véritable attentat. Et surprenant que cela pourrait être, on parle d'un soutien de la Côte d'Ivoire qui en réalité était à la base de cela. Dans cette vidéo, on reviendra sur les événements du 13 mars 2016, en l'occurrence l'attentat de Grand-Bassam, pour revoir l'histoire. Mais en profondeur, nous allons aller, car nous allons voir qui était à la base et pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a été attaquée à la réalité. Vif du sujet, permettez-moi de vous présenter cet ouvrage, Le Président Nouveau. Cet ouvrage a été écrit par Régis Adoupo, spécialiste en sciences politiques. Il sort cet ouvrage dans l'optique d'éclairer les Africains, les Ivoiriens et toute la diaspora africaine afin qu'elle puisse prendre conscience de certaines réalités, les nouveaux enjeux sur leurs différents territoires nationaux, mais surtout de comprendre aujourd'hui comment fonctionne la politique. N'hésitez pas à contacter ce numéro, commander le livre ou vous rendre dans cette librairie-là, celle dont les noms s'affichent là maintenant. Nous sommes le dimanche 13 mars 2016 et aux alentours de midi 25 minutes, il y a un groupe d'environ 3 à 6 personnes qui viennent en provenance de la mer. Il faut savoir qu'ils ne viennent pas directement de la mer car ils étaient déjà dans Grand-Bassam. Ils se dirigent vers des hôtels ciblés préalablement. On parle de 3 hôtels très importants. Il faut savoir que dès qu'ils prennent les armes, ils ne mitraillent pas directement. Ils vont d'abord se rendre à un hôtel, celui-là. Et arrivés à cet hôtel, ils vont se rendre compte que la cible n'y est pas. En réalité, ils s'y sont rendus afin d'abattre, de tuer le maximum de ressortissants français, étrangers, d'hommes de peau blanche. Il faut savoir que ce jour-là, l'ambassadeur des États-Unis devrait avoir une rencontre avec des ressortissants américains et consorts. L'ambassadeur des États-Unis devait arriver à Grand-Bassam et qu'il pourrait être la cible, il aurait pu être la cible de ces terroristes-là. Est-ce que toujours on peut avoir quelque chose sur le mobile? Parce qu'il s'agit là de savoir est-ce que c'était lui qui était la cible ou bien il s'agit vraiment d'un acte isolé. Je n'ai pas l'information que l'ambassadeur des États-Unis était visé. Ils vont donc se rendre à l'évidence, décider de rebousser chemin et retourner vers les autres hôtels. C'est ainsi qu'ils vont mitrailler et abattre beaucoup d'Ivoiriens. Et la caméra de surveillance de l'hôtel L'Étoile du Sud nous montrait une scène effroyable où un terroriste a repéré un blanc derrière le comptoir qu'il va par la suite assassiner et continuer son chemin. Il faut savoir que ce fut un moment terrorisant au cours duquel les Ivoiriens se retrouvant à Grand-Bassam, les expatriés se retrouvant à Grand-Bassam ont vécu l'un des moments les plus effroyables de leur vie. Un bébé a même été victime de ce moment. Je ne vois pas un bébé de 6 mois. Un petit garçon de 6 mois, tellement je ne le vois pas. Hein? Je ne vois pas l'enfant. Et une femme de peau blanche, dite française, qui est en train de prendre la clôture, s'est vue touchée par l'une des balles des terroristes. Beaucoup de personnes sont tombées. Et 30 minutes plus tard, après information, la police s'est rendue sur les lieux. Elle a réussi à récupérer les premières informations, boucler le secteur. Et disons 2 heures plus tard, il y a maintenant l'armée de Côte d'Ivoire qui prend les choses en main. Au final, le calme revient et le bilan est lourd. On parle, selon les premières informations qui ont été données ce jour-là, de 6 personnes tuées du côté terroriste, 2 soldats ivoiriens tués et également 14 civils. On parle de 22 personnes tuées dès cet instant. Nous avons 22 personnes décédées, donc dont 14 civils. Et parmi les 14 civils, je peux préciser qu'il y a 4 civils de race blanche et 10 de race noire. De même, il faut noter que nous avons 2 de nos valeureux éléments des forces spéciales qui ont perdu la vie sur le champ d'honneur. Et également, on a donné le bilan, il y a 6 terroristes qui ont été neutralisés. Donc ça fait 22. Au soir de cette attaque, donc ce même 13 mars, le ministre d'État
ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko, va se rendre à la RTI où il va tenter de rasséréner la population et apporter les premières informations relatives à la collecte de données qui a été faite, qui pourrait être qualifiée d'enquête préliminaire relativement aux événements qui ont eu lieu un peu plus tôt dans la journée, donc l'attentat de Grand Bassam. Sur les lieux, il va donner beaucoup plus d'informations. 14 civils tués, dont 10 personnes de peau noire, 4 personnes de peau blanche, 6 terroristes et 2 soldats ivoiriens. Voici les informations premières qu'il donne. La question évidente qu'on lui pose est également de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu anticipation. Et il va réussir à l'expliquer. On serait tenté de vous demander pourquoi il n'y a pas eu anticipation, monsieur le ministre d'État. Moi, je vous dirais qu'il y a eu vraiment anticipation. À 30 minutes de la surveillance des premiers coups de feu, c'est-à-dire à 12h25, déjà, les sites étaient confinés par les premières forces en présence. Et en moins de 2 heures, il y a eu les assauts. Et 2 heures après, les terroristes étaient neutralisés. S'il n'y avait pas eu cette réaction prompte de nos forces, le bilan aurait été plus lourd. Ce qui est important dans ce genre d'événement, c'est la capacité de réaction. Et elle est d'autant plus rapide qu'il y a une certaine anticipation. Le lendemain, 14 mars 2016, il y a un conseil de ministres extraordinaire qui est organisé dans l'objectif de répondre rapidement aux difficultés face auxquelles l'État est confronté. Et suite à ce conseil de ministres extraordinaire, il y a un nouveau bilan qui est communiqué. On ne parle plus de 22 morts. Le nombre total de morts a baissé. On parle désormais de 18 morts, 33 blessés et 3 terroristes abattus. On ne parle plus de 6 terroristes abattus et de 22 morts au total. On rajoute également le nombre total de blessés. Et le ministre de l'Intérieur va expliquer concrètement comment est-ce que ça se fait. Vous avez indiqué dans le communiqué tout à l'heure qu'il y avait eu 3 assaillants qui avaient été tués. Hier, on parlait de 6. Si les 6 sont confirmés, où sont passés les 3 autres? Aujourd'hui, le communiqué du Conseil, lui, il est précis et il est sur la base de l'identification qui est en cours des personnes décédées. Hier, évidemment, sur le théâtre des opérations, dans le feu de l'action, un certain nombre d'informations ont été données. Mais après, on fait des recoupements et on regarde exactement les personnes décédées, identifiées à la morgue. Et sur la base de cela, nous donnons le chiffre exact qui est 3. Donc, il faut être transparent. Après vérification à la morgue, le communiqué du Conseil donne l'information qu'il y a 3 terroristes qui ont été tués. C'est le nombre total des terroristes ou il y en avait d'autres? Parce que certains témoins disent avoir vu 5 terroristes. Est-ce que vous savez le nombre exact de terroristes? À l'heure où je vous parle, nous menons des enquêtes. Le ratissage profond se poursuit. Aujourd'hui, ce que nous avons donné comme information, nous avons 3 terroristes qui ont été abattus dont les corps sont à la mort. Il faut signifier que pour pouvoir remédier à cette situation, il fallait également prendre des mesures sécuritaires rapides. C'est ainsi que le gouvernement ivoirien va activer le pacte de défense antiterroriste qui va avoir le soutien de plusieurs États qui vont apporter des solutions logistiques à la Côte d'Ivoire pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Mieux, la Côte d'Ivoire va activer également ce qu'on appelle le numéro vert, un numéro par le canal duquel on peut appeler et informer, renseigner l'État relativement à une situation douteuse qui pourrait aider l'enquête à annuler toute velléité de reprise provenant des terroristes. Le pacte rouge, c'est un plan qui met en avant un niveau de surveillance de certains sites dits stratégiques et de certains établissements qui accueillent du public. Donc ce plan, évidemment, est déroulé depuis quelque temps. Ce n'est pas un état de siège, mais vous pourrez voir plus de forces de sécurité aux abords des hôtels, aux abords des écoles, etc. C'est juste ce niveau de vigilance qui monte d'un cran, et avec aussi une posture d'intervention qui est plus marquée. C'est donc dans ce tumulte que la Côte d'Ivoire va tenter de résoudre le problème face auquel elle est confrontée. Et il faut savoir que 2 jours plus tard, donc après le conseil de ministres extraordinaire qui s'est tenu à Abidjan, il y aura ce qu'on appelle le conseil de ministres symbolique qui va se tenir à Grand Bassam. Et comme le nom l'indique, c'est un conseil de ministres au cours duquel il fallait apporter son soutien à la population de Grand Bassam. Montrer qu'on n'a pas peur de venir sur les lieux, on croit que la sécurité est rétablie et n'ayez pas peur de votre côté également. Nous allons continuer nos activités malgré la douleur et malgré ces attaques. La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par les terroristes ou par le terrorisme. Et notre marche vers l'émergence est irréversible. Il faut savoir que, au sortir de ce conseil symbolique,
il y a eu des mesures qui ont été prises pour dédommager ceux qui ont été touchés. Et toutes ces mesures ont été signées par le porte-parole du gouvernement d'antan, M. Bruno Nabanier-Kone, qui a clarifié les dédommagements que l'État va apporter à toutes les personnes qui ont été touchées, y compris la ville de Grand Bassam. On parlait de 300 millions de francs CFA. Il a été proposé qu'un soutien soit apporté pour éviter justement un impact trop important au niveau de l'activité économique de la ville de Grand Bassam, aux hôteliers en particulier. Donc le soutien qui a été arrêté par le gouvernement de 200 millions de francs CFA. Au niveau des artisans, vendeurs, transporteurs, etc., il a été décidé d'apporter un soutien là aussi de 50 millions de francs CFA. Et un soutien va être apporté à la mairie pour prendre en compte les aspects logistiques, les aspects de renforcement de la sécurité, les aspects de nettoyage, de remise en état d'infrastructures qui auraient pu être abîmées, etc. Donc tout cela fait 300 millions de francs CFA. C'est vraiment un tout premier soutien en attendant évidemment les mesures complémentaires. Maintenant qu'on sait ça, comment les choses se sont plus ou moins déroulées, il faut revenir maintenant au terrorisme, aux terroristes et à tout ce qui entoure cela. Il faut savoir qu'il y a des preuves qui ont été récupérées sur le site. Téléphones, armes de guerre, grenades, Kalachnikov et consorts qui ont été récupérés. Et le procureur de la République, M. Adou Richard, a clairement communiqué sur tous ces éléments. Et il a signifié le fait que la cible principale qui était notée comme étant la base de cet attentat, M. Kunta Dalla. Kunta Dalla est le cerveau. On va aller progressivement et on verra tout ce qui s'est passé parce que ça ne va pas s'arrêter là. Le 26 mai 2016, le ministre de l'Intérieur va informer la Côte d'Ivoire, du moins les Ivoiriens, qu'il y a eu l'arrestation de M. Barry Battesti, un terroriste qui était en réalité également à la base, parce qu'il a participé à l'attentat qui a eu lieu à Ouagadougou le 15 janvier 2016 et s'est retrouvé également impliqué dans l'attentat qui a eu lieu en Côte d'Ivoire le 13 mars 2016. Il faut savoir que c'est une sorte de continuité. La majorité des acteurs qui ont participé au 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire étaient également impliqués dans les attentats, si ce n'est la quasi-totalité, dans au moins 2 des attentats. Aussi bien celui de Bamako du 20 novembre 2015 à Radisson Blu à Bamako et également celui du 15 janvier 2016 à Ouagadougou au Burkina Faso avant de se retrouver le 13 mars 2016. Celui qui a été arrêté hier, il se nomme Ange-François Barry Battesti. Je ne peux pas en dire plus pour le moment et nous allons pouvoir dans les jours qui viennent donner plus d'éléments d'information. Donc c'est une sorte de continuité. On parle de 38 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du procès qui devrait avoir lieu et condamner toutes ces personnes-là qui ont participé à cet attentat de Grand Bassam. Il y aura un procès qui sera organisé 1 an plus tard, en 2017. Et très récemment, en février 2025, il y a eu la condamnation à perpétuité qui, préalablement, avait été requise, qui est devenue effective pour ces personnes-là. Certains condamnés par contumace et d'autres directement car saisis par la justice ivoirienne. Voici donc ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 13 mars 2016 et ces événements. Mais on va voir aujourd'hui qui était en dessous de tout cela, ou du moins pour quelles raisons la Côte d'Ivoire a été attaquée. Est-ce que la faute reviendrait ou pourrait revenir à la Côte d'Ivoire elle-même ou qu'est-ce qui s'est passé? On va voir cela tout à l'heure. Pourquoi la Côte d'Ivoire a été attaquée le 13 mars 2016? Pour mieux comprendre la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a été attaqué le 13 mars 2016, il faut d'abord connaître l'acteur, du moins celui qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Au lendemain de l'attaque du 13 mars 2016, du moins dans la nuit même, il y a quelques bruits qui ont commencé à apparaître et quelques communiqués, mais au lendemain, il y a la confirmation. C'est le groupe terroriste AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui à la base, du moins, qui a revendiqué, ce qui signifie que c'est lui qui a orchestré ce coup-là, l'attaque de Grand Bassam, donc l'attentat qui a eu lieu à la veille, donc le 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire. C'est donc AQMI qui est le coupable, l'acteur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, a été questionné à plusieurs reprises à ce sujet. Qui est AQMI? Pourquoi s'il a attaqué? Mais il n'a pas répondu concrètement parce que c'est un sujet très délicat. On ne peut donner l'information officiellement, du moins. À cette époque-là, on ne pouvait pas la donner directement parce que c'était très sensible. Il fallait assurer la sécurité des Ivoiriens, aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc, donner cette information était compliqué. Il évitait donc. Il parlait de vie et de mort et consorts. Cet attentat a été revendiqué hier par AQMI. Est-ce que vous avez une idée d'une cellule dormante de cette branche en Côte d'Ivoire? Moi, je n'aime pas parler de ces gens-là parce que c'est des gens qui parient sur la mort, donc pour moi, qui n'existent même pas. Maintenant qu'on sait qui était à la base, AQMI, on va se poser la question de savoir pourquoi AQMI a attaqué la Côte d'Ivoire. Pour répondre à cette question,
On va voir beaucoup de choses tout à l'heure. L'histoire d'AQMI, les raisons effectives qui ont poussé AQMI à attaquer la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'AQMI voulait en réalité. Il faut savoir que AQMI, c'est un long accouchement qui a commencé depuis 1992. 1992 est une année symbolique, là où ce qui est devenu AQMI va naître. Nous nous trouvons à cette période-là, en 1992, en Algérie. L'Algérie connaît sa guerre civile, donc on parle de la guerre civile algérienne de 1992, qui va finir en 2002, donc 10 ans plus tard. Il faut savoir que c'est une confrontation qui opposait l'État, l'armée algérienne, face à des milices, des groupes terroristes, qui vont tenter de prendre le pouvoir. L'objectif en réalité, c'est d'installer l'État islamique. Et le mouvement face auquel l'État algérien se bat, c'est le Djihad, le groupe islamique armé, Djihad. Et il y aura confrontation, bras de fer jusqu'en 1998, où le Djihad va accoucher le GSPC. En fait, c'est une scission qui a lieu à l'intérieur du Djihad, qui va donc consacrer la naissance d'un autre mouvement que le Djihad, qu'on va appeler le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Leur objectif, c'est également d'installer l'État islamique. Ils vont donc combattre aux côtés de toutes les milices et des mouvements terroristes qui voulaient prendre le pouvoir à l'intérieur de l'Algérie. Ils vont donc faire ce combat-là sur 4 ans, jusqu'en 2002. Et après cela, ils vont sortir un peu de l'Algérie et s'étendre sur la bande sahélienne. Ils vont donc prendre tous ces pays qui sont à ce niveau-là, donc partir de la Mauritanie au Tchad, s'étaler sur toute cette bonne partie du continent. Il faut savoir que le GSPC va connaître une transformation parce que le GSPC voulait, du plus profond du cœur de son créateur, intégrer Al-Qaïda. Al-Qaïda qui est un mouvement, on va dire, un mouvement suprême en ce qui concerne tous les groupes terroristes qui existent. C'est comme le mouvement terroriste par excellence. Mais pour intégrer Al-Qaïda, il faut faire ses preuves. Ils vont attaquer beaucoup de pays, être à la base de beaucoup d'attentats, aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Et c'est en janvier 2007 qu'ils vont effectivement intégrer Al-Qaïda. Ils vont donc porter le nom de Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. C'est une sorte de démembrement, de représentation d'Al-Qaïda dans cette partie de la zone du continent africain. Donc voici comment AQMI naît. L'implantation également d'AQMI a connu beaucoup d'événements qui ne peuvent pas manquer à l'explication qui nous permettra de comprendre en réalité la raison pour laquelle ce mouvement terroriste attaque la Côte d'Ivoire. Pour le faire, il faut prendre l'avion et sortir du continent africain, se concentrer sur 2 continents particuliers et différents, l'Europe et l'Asie. En ce qui concerne l'Europe, on va se concentrer sur la France. Et en ce qui concerne l'Asie, on va se concentrer sur le Qatar. La France et le Qatar sont 2 pays éloignés d'un point de vue géographique, mais très proches d'un point de vue géopolitique et en ce qui concerne les relations internationales, de coopération internationale et consorts. Il faut savoir que la France est en réalité le premier fournisseur en armement du Qatar. La France soutient effectivement le Qatar sur beaucoup de choses. La relation entre le Qatar et la France retrouve au milieu de celle-ci beaucoup d'intérêt. En ce qui concerne la France réussissait à faire profit et étendre son soft power vers l'Asie par le canal du Qatar. Parce qu'en livrant de l'armement au Qatar, qui naturellement paye, la France réussit à livrer sa marque de fabrique. Mais aussi, il faut savoir qu'une période donnée, le Qatar a décidé de faire de la langue française une langue importante au sein de son pays. Et il faut rappeler que sous la présidence du président Sarkozy, en 2008, la France a défiscalisé tous les investissements qataris à l'intérieur de son pays. C'est ainsi qu'on va avoir l'hégémonie du Qatar à l'intérieur de la France, à tous les niveaux, journalistiques, sportifs et consorts. Et élément très important, cette relation était d'autant plus avancée que la première dame de France allait de temps à autre au Qatar rendre visite à l'émir et sa famille. Elle allait également inaugurer certaines nouvelles installations et consorts. La relation était vraiment proche, fusionnelle, l'on pourrait le dire, entre la France et le Qatar. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est un élément qui va nous prouver par la suite que les deux ont réussi à coopérer. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il faut savoir qu'en 2010, le Qatar, qui est très proche de la France, qui a toujours eu la volonté, donc depuis 1980, avec l'Arabie Saoudite, d'islamiser profondément le nord de l'Afrique, donc installer l'État islamique dans cette partie du monde, a beaucoup financé des mouvements terroristes qui ont tenté de s'accaparer des territoires en question, donc les territoires d'Afrique du Nord. Mais le Qatar n'a jamais réussi à le faire et en 2011, il y aura ce qu'on appelle le printemps arabe. C'est une révolution qui, partant de la Tunisie à l'Égypte, a touché quasiment tous les États d'Afrique du Nord. Et ce printemps arabe, en réalité, était impulsé par le Qatar.
En fait, en 2011, grâce à la publication du média Blast, qui réunit beaucoup d'articles réalisés, publiés par beaucoup de médias tels que le Canard enchaîné, on réussit à avoir beaucoup d'informations relativement à ce qui s'est passé concrètement. Il faut savoir que le Qatar était profondément impliqué dans toute cette histoire. Pendant ce tumulte, il y a eu l'enlèvement de 2 ressortissants français. Il s'agit d'Antoine de Léaucourt et de Vincent Deloroy. Ces 2 ressortissants français ont été capturés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc AQMI. Ils ont capturé ceux-ci depuis le Niger, la capitale Niamey. Ils vont partir avec eux vers le Mali. Tel est l'objectif. Mais pendant qu'ils y vont, la France va, le lendemain de leur capture, donc le 8 janvier 2011, attaquer AQMI. Et cela va porter le nom du combat de Tambokor. Finalement, la France ne réussira pas à récupérer ces ressortissants qui seront tués par AQMI par la suite. Et c'est 2 jours plus tard, le 9 janvier 2011, qu'un courrier sera intercepté par plusieurs médias. Et ce courrier-là, il porte en réalité la signature du ministre des Finances et de l'Économie du Qatar. C'est un courrier à l'intérieur duquel le ministre de l'Économie et des Finances du Qatar, M. Youssef Hussein Kamal, apporte une réponse à un ordre qui lui avait été donné par l'émir du Qatar. Et ce courrier est dit confidentiel et urgent. Il est destiné à la Shira Idin Bint Ahmad Al-Thani, l'une des filles de l'émir, d'autant plus qu'elle fait partie du cabinet de l'émir en question. À l'intérieur de ce courrier, on perçoit clairement ce qui est écrit. Au mouvement de l'opposition islamique, l'émir a donné 15 millions de dollars américains au ministre qui était censé reverser cela au mouvement de l'opposition islamique dans le nord du Mali et dans les régions du Sahel et du Sahara. Ce qu'il a exécuté, ils vont qualifier cette remise des 15 millions comme étant une aide de 15 millions de dollars. Ainsi, le Qatar finance directement, et on vient de le voir, là il n'y a plus de débat, par le canal de ce courrier, les 15 millions qui ont été donnés en 2011 au mouvement terroriste qui se trouve dans le nord du Mali. Mais ce n'est pas tout. Il faut signifier que le mode opératoire, du moins l'un des modes opératoires de ce mouvement terroriste, c'est la prise d'otages afin de revendiquer des rançons, c'est la vente de drogue et consorts. Mais le moyen le plus utilisé, qui rapporte beaucoup, c'est la prise d'otages. Et entre 2008 et 2013, on se rend compte que AQMI a réussi à capter plus de 100 millions d'euros. Et dans ces 100 millions d'euros, il y a plusieurs pays qui ont reversé de l'argent afin de récupérer leurs otages. Mais ce qui est marquant, étonnant, c'est que la France a reversé plus de 50 millions d'euros à l'organisation terroriste. La France a toujours dit, et ce par la voix de tous ses hauts représentants, ministres, ambassadeurs et consorts, qu'elle n'a jamais versé ne serait-ce qu'1 euro au mouvement terroriste qui se trouve en Afrique ou en Asie. La France jamais ne se laissera dicter sa politique, en particulier sa politique étrangère. Il est également question d'une demande de paiement d'une certaine somme. Et là aussi, je crois qu'il faut être clair dans toutes les questions d'otages. Nous en avons une certaine expérience. Malheureusement, nous ne payons jamais de rançon. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que la France qui dit de jamais donner de l'argent se retrouve factuellement à avoir donné de l'argent. Qui les paie? Il faut nommer l'ennemi qui paye, parce que qui paye commande. Et quelqu'un paye. Si aujourd'hui vous nous dites qu'il y a plus de djihadistes, il faut se demander pourquoi. Est-ce à cause de notre présence française ou bien parce que quelqu'un y met plus d'argent? Il faut remercier les Français pour avoir créé cette espèce de tohu-bohu en Afrique du Nord. Et une ambassadrice des États-Unis va même confirmer cette information en évoquant les 22 millions qui ont été donnés au mouvement terroriste par la France. À ce niveau, récapitulons pour être sur la même longueur d'onde. On a d'un côté le Qatar qui finance ouvertement, là il n'y a pas de débat, les mouvements terroristes qui se trouvent en Afrique. Et ce chèque de 15 millions qu'on a vu est l'une des preuves du financement, parce qu'il faut savoir que c'est comme une habitude. Ce pays-là a tendance à le faire parce que ça fait partie de son objectif, de son ambition, a même un budget, l'on pourrait le dire, dédié à cela. Mais ce qui est choquant et étonnant, c'est que la France a soutenu également le mouvement terroriste en apportant un financement implicite. La France, qui a toujours dit ne jamais avoir donné de l'argent, a donné effectivement de l'argent. Et Mokhtar Belmokhtar, qui est le chef d'AQMI, va dire à l'époque que entre AQMI et la France, il y a des accords qui ont été signés. Mais on ne va pas s'arrêter à l'affirmation de ce monsieur. Il faut aller un peu plus loin pour voir pourquoi est-ce que AQMI s'en est pris à la Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam. La France savait que le Qatar finançait les mouvements terroristes. La preuve, tous les dirigeants français, à partir de M. Nicolas Sarkozy jusqu'à M. Emmanuel Macron, ont toujours demandé, et je répète, demandé par
forcer ou du moins imposer au Qatar de retirer ou d'arrêter son financement vis-à-vis de ce mouvement terroriste. Donc la France le sait et le Qatar le fait. C'est ainsi que dans cette bonne relation entre la France et le Qatar, beaucoup d'observateurs sont unanimes pour dire que le Qatar avait une sorte de redevance auprès de la France qui a facilité son installation et son implantation en Europe. D'autant plus que la France aurait participé au soutien apporté au Qatar dans l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde de 2022 avec M. Michel Platini. Pose le décor, on est le 23 novembre 2010, donc à l'Elysée, 9 jours avant l'attribution officielle de la Coupe du Monde au Qatar. Et il y a notamment autour de la table 3 personnages clés qui vont apparaître. Nicolas Sarkozy, puissance invitante à l'Elysée, président de la République à l'époque. Michel Platini, patron de l'UEFA, donc le foot européen à l'époque. Et le prince héritier devenu émir du Qatar, Tamim Al-Thani. Il faut nous raconter l'enjeu de ce déjeuner. Alors, on a beaucoup alors Michel Platini s'en défend en expliquant qu'il avait choisi le Qatar longtemps avant, mais tous les documents qu'on a retrouvés, tous les témoignages que l'on a prouvent l'inverse. C'est-à-dire qu'avant le 23 novembre 2010, a priori, Michel Platini doit voter pour les États-Unis. Il y a même un deal qui est passé et a priori, il va voter pour les États-Unis. 10 jours après ce déjeuner, il y a le vote. C'est le 2 décembre que le Qatar, à la surprise générale, gagne vraiment de quelques voix. En fait, il y a 22 votants et en fait, Michel Platini, qui était à l'époque président du football européen, président de l'UEFA, voilà, il peut rapporter en gros les voix des Européens, c'est-à-dire 4 voix. Et à quelques voix près, le Qatar, finalement, à la surprise générale, le 2 décembre, remporte l'organisation de la Coupe du Monde qui aurait, si l'on suivait les pronostics de l'époque, dû revenir aux États-Unis. Après tout ce financement implicite apporté par la France, il y aura à partir de 2013 des opérations qui seront lancées par la France dans l'objectif de chasser ces mouvements. La France qui soutenait le mouvement terroriste se retrouve dans une autre posture, chasser ces mouvements terroristes. C'est ainsi que la France va lancer les opérations Serval et Barkhane à partir de 2013. Et c'est là que la sortie de Mortar Belmokhtar, chef d'AQMI, est très intéressante. Parce qu'il dit qu'entre la France et AQMI, il y a des accords. Mais lorsqu'il le dit, il ne dit pas concrètement quel type d'accord. Mais va comprendre que l'accord qui pourrait exister, ou du moins qui existe, c'est que la France aide le mouvement à attaquer et à continuer sa vision en Afrique. Et lui, il va éviter des attaques orchestrées contre la France. Parce qu'il faut signifier que la France a été victime de beaucoup d'attentats et consorts. Donc, des attaques terroristes. Voici ce que beaucoup d'observateurs sont d'accord pour signifier. Mais lorsque la France s'engage dans ces opérations Serval et Barkhane, la France va non seulement tenter de renverser, chasser, empêcher ce mouvement de bénéficier de tout ce dont il bénéficiait. Parce qu'il faut signifier que grâce à sa posture dans cette partie du continent, il bénéficiait de certaines ressources naturelles. On ne va pas revenir là-dessus, beaucoup d'entre vous le savent déjà. C'est donc empêcher le mouvement de faire profit, de grandir, de croître. Et là, il se met directement à dos AQMI. Et voici ce qu'AQMI va faire. Désormais opposé à la France, qui s'est servi de lui pour pouvoir s'installer dans cette partie du continent et se présenter comme le sauveur, ils vont désormais montrer au monde entier que la France n'est pas à même de sauver ces pays-là. Mieux, on nie la France et montrer à la France qu'ils ont le pouvoir, la force de réaliser ce qu'ils veulent et de mettre à mal la France. Et voici ce qu'ils vont faire. Ils vont d'abord attaquer Bamako, un endroit où l'opération française est en cours, attaquer par la suite Ouagadougou, un endroit de plus où également l'opération française en cours, et par la suite attaquer la Côte d'Ivoire pour démontrer à la France qu'ils sont à même de toucher ses intérêts, qu'ils sont à même d'aller plus loin que ce à quoi elle s'attend. La preuve la plus palpable qui démontre qu'ils sont alliés en Côte d'Ivoire pour la France, pour les Français et consorts, c'est ce qui s'est passé le 13 mars. Le 13 mars, lorsqu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas décidé directement d'attaquer les Ivoiriens. Et comme nous l'avons vu préalablement, ce n'est pas les Ivoiriens qu'ils ont visés d'abord. Ils se sont rendus d'abord là où ils devaient avoir le séminaire, la rencontre de l'ambassadeur des États-Unis avec les ressortissants étrangers, français, américains et consorts. Parce que pour eux, l'objectif premier, c'est d'attaquer ceux-là. Mais se rendant sur les lieux et ne voyant pas la cible, ils vont donc rebrousser chemin et s'en prendre maintenant aux populations ivoiriennes, mais surtout viser les hommes et femmes de peau blanche. Tel était leur objectif. Parce que lorsqu'on prend de la hauteur et qu'on cible les hôtels qui ont été attaqués, on remarque que cet hôtel qui se trouvait à cet endroit n'a pas été attaqué. Le WAF a été plus ou moins épargné, contrairement à tous les autres hôtels qui étaient sur les lieux. Alors, lorsqu'ils arrivent et qu'ils laissent le WAF et qu'ils attaquent les 3 autres hôtels, la question évidente qu'on se pose, c'est pourquoi ces 3 hôtels? Alors, l'hôtel La Paillote, par exemple, c'est un hôtel qui était dirigé par un Français, M. Patrice Collin, un hôtel qui également recevait beaucoup d'expatriés, de toutes les nationalités, mais plus de Français que d'autres.
Lorsqu'on prend les autres hôtels également, c'est le même cas. Des hôtels qui reçoivent beaucoup de Français, beaucoup d'expatriés. Et quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 1893 et 1900, Grand-Bassam était la capitale du pays. C'est une ville qui en réalité garde les traces et les symboles français, qui plaît, qui attire le plus les Français. Et il faut savoir que la majorité des séminaires qui devaient réunir des ressortissants français, des expatriés américains et consorts, c'était généralement, si ce n'est à Abidjan, à Grand-Bassam. Donc Grand-Bassam était le lieu à toucher si on devait et on voulait toucher le maximum de Français. Sinon, pourquoi ne pas attaquer Man, Boisflé, Abengourou ou d'autres villes de Côte d'Ivoire qui sont peu sécurisées et beaucoup plus sensibles qu'Abidjan, Grand-Bassam et consorts, à cause de ces expatriés, de ces ressortissants. Et AQMI va même le dire, si la Côte d'Ivoire continue de coopérer avec la France et d'autres pays, une sorte de menace, il y aura encore la réalisation d'attentats. Justifier cela en disant que cet attentat qui s'est réalisé a été orchestré et réalisé à cause de la France qui en réalité l'aurait trahi, l'a attaqué, l'empêche d'avoir certaines ressources, de bénéficier de certaines choses dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest. Le mode opératoire est comme celui qu'on a vu encore une fois donc à Bamako et à Ouagadougou. Donc c'est des équipes, de petites équipes, deux, trois attaquants qui essayent de faire le maximum de victimes, hein, que ce soit dans des lieux et surtout dans des lieux où il y a des occidentaux, parce que pour eux c'est une sorte de vengeance hein, par rapport à ce qui se passe au Sahel. Dans un premier temps, frapper localement et dans un deuxième temps, frapper les alliés, entre guillemets, des pays de la sous-région. La France, elle est en première ligne, vous venez de le dire. Grand-Bassam était attaqué parce que c'était la Côte d'Ivoire et il faut attaquer la Côte d'Ivoire. Mais l'élément principal, c'est que derrière tout cela, il y avait une sorte de revanche que AQMI voulait prendre sur la France qui autrefois l'a soutenu et aujourd'hui s'en prend à lui. Alors dites-nous en commentaire comment vous avez vécu le 13 mars 2016. Où étiez-vous? Comment vous avez appris la nouvelle? Et suite à cette vidéo que vous venez de voir, quelle est désormais votre pensée, votre ressenti et comment est-ce que vous voyez la situation? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos contacts, vos amis, vos proches, afin qu'ils prennent également connaissance de cet élément qui est peu connu, mais surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.